Revoilou. Écoutez, je veux d'abord remercier tout le monde parce que vous avez fait une super intro à ce que je vais montrer maintenant. Je vais peut-être répondre à certaines questions ici, desiderata de qu'est-ce qu'on fait sur la sécurité des agents, par exemple. Je vais faire une petite démo, vous allez avoir une preview mondiale. Personne n'a vu ça encore dans le monde entier. C'est quelque chose qu'on va sortir, c'est vrai, c'est même pas des blagues. J'ai eu le code vendredi, donc c'est pour vous dire. Il n'est pas sorti encore, donc je vais vous montrer une démo qui est enregistrée de cette partie-là. Le reste, je vais le faire en live pour que vous voyez un petit peu où est-ce qu'on va avec tout ça. Donc je vais commencer en fait. Donc ça va être un peu compliqué parce que tenir le micro et faire la démo en même temps, mais on va y arriver. Alors, on va commencer par un écran rose. Non, c'est pas ça qu'on veut faire. Par lancer quelque chose que vous connaissez peut-être. Ça s'appelle Claude. Alors maintenant, il faut que Claude charge. Et on va commencer avec cette notion de MCP serveur, si le système veut bien partir. Ouais, le réseau est lent, ok, très bien. Alors, pourquoi je voulais commencer par vous parler d'MCP serveur? Je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, il y a vraiment un rush énorme sur le lancement de MCP Server par la part de énormément de gens. Il y a un site web, vous pouvez en voir, il y en a eu 10, il y en a eu 20, mais il y en a plus de 6000, d'accord? Pourquoi? Ah, what's new, Isabelle, très bien. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que un des gros avantages de ça, c'est vraiment, comme on a dit tout à l'heure dans le caout, hein, l'idée de créer un MCP Server, c'est de créer une interface standard qu'un LLM puisse utiliser. Alors, c'est quoi cette interface standard? Cette interface standard, c'est de pouvoir exposer au monde des outils, donc les fameux tools, des prompts réutilisables ou autres ressources. L'idée, c'est qu'un LLM, quand on lui dit, tiens, j'ai trouvé voilà un LM server auquel tu peux te connecter, en fait, il va faire un appel et il va dire, donne-moi la liste de tous les tools auxquels j'ai accès, qui vont pouvoir, je vais pouvoir utiliser quand on me demande de faire quelque chose. D'accord? Donc là, j'utilise l'interface de Claude. J'aime bien ce qu'ils font, c'est assez sympa. Et en fait, maintenant, dans Claude, vous avez ce mode développeur. Alors voilà, il ne va pas se lancer parce que je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il n'y a pas l'internet. Il ne va pas se connecter à internet. Ok, super. Bon, celui-là, il marche. Bon, très bien. Génial, on va pouvoir montrer ça. Donc, effectivement, ça ne sert à rien à faire là. Excusez-moi. Delete. Pourquoi il fait du rose? C'est live, c'est machin. Donc, une des premières choses qu'on va faire au sein de WSO2, c'est de créer des MCP serveurs pour nos propres outils. D'accord? Ça, c'est quoi? Ben, ça veut dire que vous allez pouvoir interagir en fait avec nos produits au travers d'une interface standard qu'un LM va pouvoir consommer au travers d'une interface standard. Un des trucs qui est sorti, c'est pareil, c'est tout neuf, ça a 2 jours, d'accord? C'est un MCP pour Asgardeo. Alors, on a parlé, des différentes personnes ici ont parlé d'Asgardeo. On a entendu de ventes. Moi, j'ai parlé de Coreo. Il en manque un dont personne n'a parlé qui s'appelle Bigira, c'est son petit nom, d'accord? Donc, ce qu'on a fait, c'est que tous les SaaS, en fait, de WSO2 ont un petit nom. Donc, Asgardeo, c'est la partie Identity Server. Devant, c'est la partie intégration. Bigira, c'est la partie API Management. Donc, vous allez entendre pas mal parler de ça. Donc, cette interface-là, bon, là, il se trouve qu'il est interfacé avec Asgardeo. Asgardeo Identity Server, c'est exactement la même chose. La différence, c'est soit vous le faites tourner chez vous, soit c'est un SaaS. Mais en termes d'interface, c'est exactement pareil. Donc, ce que je vais montrer maintenant, ça fonctionnerait exactement pareil si vous l'utilisiez vous directement sur votre IS, que l'utiliser et ça. Donc, on va sortir de là, on va rouvrir notre ami Claude. Alors, à quoi ça sert un MCP? Alors, ça va être difficile de taper et de en même temps, voyons ce que ça donne. J'ai tapé fort. Okay. Alors, voyons. Quelque chose comme ça. Application. Donc, à quoi ça sert un MCP? En fait, ce que fait maintenant le système, voilà,
il cherche ses outils. On lui a donné des outils. Il y en avait 3. Bon, il se trouve qu'il y en a 2 qui, je pense, pour des problèmes de réseau, se sont pas lancés. Mais il trouve quelque chose, il dit, ah, si tu veux que j'aille chercher des informations, j'ai trouvé quelque chose qui doit pouvoir m'aider, qui est le MCP d'Agardeo. Et là, alors ça, c'est des choses qui sont importantes en termes de sécurité, on en a parlé tout à l'heure, c'est ce mécanisme d'autorisation. C'est-à-dire de dire, OK, j'ai trouvé un outil, est-ce que tu m'autorises à l'utiliser ou pas? OK, ouais, très bien. Donc, on va faire all at once. OK. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller chercher. Alors, je vous ai mis en plus, normalement, voilà, il met le sequential thinking. Il dit, OK, très bien, je vais aller chercher. Donc, il a trouvé, en fait, lui tout seul, quelle est la fonction qu'il peut utiliser pour répondre à la question que je suis en train de lui faire. Et puis, il va m'écrire la réponse. Donc, effectivement, ça, ce sont les 4 applications qui sont dans mon domaine Asgardeo. D'accord? Donc, cette interface-là, bon, je ne vais pas prendre plus de temps, mais ça vous permet, effectivement, d'aller donner une autre fonctionnalité au-dessus de vos API. Donc, je disais tout à l'heure, pensez, pour moi, au niveau concept, je pense au MCP comme une interface qui va être utilisée par des LLM de la même façon que les API sont utilisées par des applications. C'est comme une couche au-dessus, sauf que c'est une couche découvrable. C'est le gros avantage. Donc, à partir du moment où on donne plein d'outils, donc les 3 outils que j'ai là dans Claude, ils viennent de 3 choses différentes. Il y en a un qui est écrit en Python, il y en a un autre qui est du Ballerina écrit au-dessus d'API, et le 3e, c'est l'MCP Server qui a été donné sur au-dessus d'Agardeo. Mais pour ce système-là, c'est exactement la même chose. D'accord? Donc c'est un peu l'idée. Question là-dessus? C'est bon? OK? Donc ça, c'est la première chose. C'est créer des MCP serveurs et les hoster. Maintenant, les MCP serveurs, on peut aussi les mettre. Alors là, je tremble pas, mais on va voir ce que ça donne en termes de réseau. Voilà. Donc on va faire connect. Ça marche. Tout. Donc ça, c'est autre chose. Je ne sais pas si vous savez qu'en fait, Postman maintenant aussi supporte les MCP serveurs dans la même façon que vous allez pouvoir tester vos API, etc. Et vous permet aussi de tester. Ça marche. OK, très bien. Donc, le serveur auquel je me suis connecté, en fait, c'est Choreo. Donc, c'est notre plateforme engineering, OK, dans lequel j'ai déployé mon serveur MCP. Mais ça tourne quelque part, ce truc-là. Donc, ça tourne dans notre environnement d'intégration. Et il y a aussi, au-dessus, on revient à la même chose, une couche de sécurité. Hein, ça, c'est la même façon. Comme j'ai dit, j'ai travaillé beaucoup dans la sécurité des API. Maintenant, on rajoute une couche au-dessus d'API. Donc, toutes les problématiques de sécurité qu'on avait sur les API, elles ne sont pas parties. Elles sont toujours là, sauf qu'on a rajouté une autre couche au-dessus d'interaction. On va rajouter cette couche-là qui va probablement appeler des API. Donc, cette même sécurité, il va falloir la rajouter au niveau des MCP. Donc, ce dont parlait maintenant Pierrick, il y a de l'authentification, effectivement, mais il y a aussi de l'autorisation, de l'habilitation. Qu'est-ce que va avoir le droit de faire cette nouvelle interface? Qui a le droit d'y accéder? Quel rôle ils obtiennent, etc. Donc, toute la couche derrière ça, il y a toute la couche, effectivement, d'Identity Server qui sait déjà faire tout ça, bien sûr, sauf que maintenant, on l'applique sur des agents au lieu de l'appliquer sur des applications standards, on va dire. Mais en termes de requirement, de ce qu'on a besoin de faire, c'est pas très, très différent. Il faut juste qu'on s'adapte à la façon dont on interagit avec les systèmes qui sont derrière. Donc là, je me retrouvais là et je vais retrouver, donc maintenant, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Même principe, voyons que ça, c'est Postman, c'est un autre client sur mon serveur MCP de Weather que j'avais avant, qui va me permettre d'obtenir, par exemple, des alertes. Donc ça marche avec les États-Unis, donc on va faire comme ça. Voilà, est-ce qu'il y a des alertes? Est-ce qu'il fait beau aux États-Unis? On ne sait pas trop. Réponse, connecté. Très bien. Et donc là, on retrouve, au travers du MCP, qu'est-ce que ça fait derrière? C'est quoi le code derrière? C'est une couche qui appelle une API de Open Weather classique, ok, qui elle a son API key que je ne vois pas à ce niveau-là. Mais j'ai une protection qui est devant, donc j'appelle ça, je récupère mon nom. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est comment, c'est ça que je voulais vous montrer dans Claude, mais qui c'est pas chargé, c'est, on va donner à Claude ce get alert, get forecast, ok? Donc par exemple, si je regarde le forecast, qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande une latitude, une longitude. Par contre, dans l'interaction que je vais avoir au sein du LLM, je vais lui dire, donne-moi les alertes pour New York. Ok.
Donc, New York, lui tout seul, il va aller chercher, parce que ça, il le sait, hein, il va aller chercher tout seul la latitude, la longitude de New York. Il va dire, OK, j'ai déjà un truc qui me permet d'avoir le forecast, mais il faut que j'aille trouver l'information en fonction du nom de la ville. Et ça, il le fait tout seul. Tout ce raisonnement, parce que pour moi, c'est le gros avantage de tout ça. Si je devais faire ça avec une application normale, je devrais appeler une API dans laquelle je mets New York, qui me renvoie la latitude, la longitude, et puis je devrais appeler une autre API à qui je passe la latitude, la longitude, et qui me récupère le forecast. Là, lui, il est capable de faire ça tout seul. OK ? Donc, ça, c'est la partie hosting. Donc ça, où est-ce que ça tourne tout ça? Alors, on va fermer là, pardon. On va rouvrir mon Opera. Et bien, ça tourne dans... dans de vente, qui est donc notre plateforme SaaS de... J'espère que ça va se charger, c'est vraiment lent. Je suis désolée. OK, bon, si ça ne se lance pas, on va lancer autre chose en parallèle. Le Wi-Fi est un petit peu lent. Ça va pas mieux sur le téléphone. Désolé. Ça va se lancer, ça va se lancer. Donc, on va avoir notre service qui va être hosté à ce niveau-là et qui va être sécurisé à ce niveau-là. Donc, l'idée de Devant, hein, c'est de donner une plateforme où toute l'intégration est déjà installée, scalée, il y a tout ce qu'il faut, il y a toute l'infrastructure dessous. Quand je vous parlais tout à l'heure dans la présentation au départ de comment, si on veut monter une plateforme soi-même, hein, nos amis de la SACEM là, qui l'ont fait, ou Vincent ici, ben, il faut faire le CI/CD, il en a parlé, tout le flow de déploiement entre les différents environnements, il faut faire la scalabilité, il faut monter toute cette plateforme, d'accord ? L'avantage de quelque chose comme Devant, comme Bigera, comme Coreo, c'est qu'on a pris, alors c'est un travail énorme, les gens qui l'ont fait le savent, il y a plus de 20 ou 25 projets open source qu'on a mis ensemble, en fait, de façon à ce que l'expérience utilisateur, ça soit, ben, je fais create d'un composant, d'accord, je mets un exemple, on va prendre quelque chose de simple, pourquoi pas, allez, OK, très bien. Donc je prends un exemple et derrière, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va prendre cet exemple, il va aller chercher le code, il va le déployer, il va le mettre dans un environnement de dev, il va faire le build. Tout ça, c'est pré-fait, d'accord? Donc si vous partez de vous commencez, par exemple, et vous voulez pas monter tout ça aujourd'hui vous-même, vous pouvez vous utiliser d'abord Devant, par exemple, et puis ensuite le monter en on-prem. Il n'y a aucun problème avec ça. Ou vice-versa, ou mélanger les deux, avoir une approche hybride dont plusieurs personnes nous ont parlé ici, parce qu'en fait, l'application que vous allez déployer, c'est exactement la même. Une fois que vous l'avez, vous pouvez décider de le déployer en on-prem, vous pouvez décider de le déployer dans le SaaS, vous pouvez mélanger les deux, il n'y a absolument aucun problème. C'est exactement le même code, d'accord ? Les mêmes applications qui sont déployées. Donc ici, on va avoir un main et vous allez voir que il va commencer, il est en train de faire le build de façon automatique, simplement parce que j'ai importé, il va être cherché dans GitHub et il fait tout seul. Okay, donc ça, c'est... je vais le laisser builder pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis je vais passer au deuxième exemple, et là, on va parler plus d'agents. Donc ça, vous avez entendu plusieurs personnes vous en parler déjà. Alors, ouais, je vais... OK, qui est Ballerina Integrator. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a lancé au mois de mars. Donc, vous avez entendu parler de Ballerina, il y a plein de gens qui l'utilisent déjà. Donc, c'est un langage de programmation, mais qui a aussi l'avantage d'être vraiment... donc, je vous disais, je faisais partie de l'équipe au départ quand on a pensé à faire un langage comme celui-là. On parle en 2016, d'accord ? Le point de départ de Ballerina, c'était en fait de dire, quand on fait de l'intégration, qu'est-ce qu'on fait ? On a en fait pensé à un diagramme de séquence. On a des services et on fait, j'appelle le service 1, je lui envoie un message, il me renvoie quelque chose, j'extrais de l'information de ce que m'a renvoyé le service 1, j'appelle le service 2, il me renvoie quelque chose. Donc si on devait visualiser en fait à quoi ressemble un programme d'intégration, ça serait un diagramme de séquence. Et en fait, tout est parti de là, de dire comment est-ce qu'on crée un langage qui puisse à la fois être écrit en procode, donc j'écris du code, si je préfère, pas de problème, ou si vous prenez n'importe quel programme de Ballerina, vous allez pouvoir le visualiser comme un diagramme de séquence, ce qui rend les choses beaucoup plus simples pour des gens aussi qui ne sont pas forcément, à qui vous voulez expliquer comment le programme fonctionne.
Ça vient de ça. C'est vraiment, ça fait partie du cœur du design du langage. Okay, ce qui a fait que ça a été assez simple, en fait, pour nous, de créer un outil au-dessus de Ballerina qui soit vraiment du low-code pro-code. Donc, comme Vincent qui préfère écrire les points balles, voilà, écrire les fichiers, ou quelqu'un qui veut partir et qui veut gagner de la productivité par rapport au système, ça permet d'apprendre. Mais il y a vraiment une équivalence, et ça, je pense que ça existe. Comme je dis, ça fait plus de 30 ans que je travaille. L'équivalence, je pense que nos amis, l'équivalence code graphique qui marche, donc les L4G, etc., c'est un des gros problèmes qu'ils avaient, on a entendu parler tout à l'heure, c'est vraiment difficile à faire. C'est avoir vraiment une équivalence à 100% entre faire ça, ça, oui, voilà, donc faire des choses comme ça, donc prendre une fonction, par exemple, donc on va prendre, hop, ok, donc si je prends quelque chose comme ça, bon, il y a un gros zoom, mais bon, ok, vous voyez mieux, donc quelque chose qui est graphique à ce niveau-là, ou que je le regarde en code, qui est l'équivalent qu'on a ici, ben, on va retrouver en fait, donc ça c'est le code équivalent, je peux changer à droite, je peux changer à gauche, c'est 100% équivalent. C'est vraiment 100% équivalent. Je parle sous le contrôle des gens qui l'utilisent dans des conditions réelles, d'accord? C'est vraiment du 100% équivalent. Donc ça c'est important. Alors maintenant, l'exemple que je voulais vous montrer ici, c'est un exemple effectivement. Alors quand on est dans Ballerina, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut créer plein de choses. Celui que j'ai créé moi, c'est effectivement un agent AI. Et cet agent AI, qu'est-ce qu'il fait? Alors c'est là où on a fait jouer avec Spotify. Dimanche après-midi, Vincent et moi, on est en train de débattre sur Discord de comment faire du mapping de type dans Ballerina. On n'avait rien de mieux à faire que faire ça. Donc, mon agent, qu'est-ce qu'il fait? Donc, on va lui dire, bah, tu as de la mémoire, d'accord? Quand on crée un agent, qu'est-ce qu'on fait? On doit lui décrire à quoi il sert. Donc, c'est la phrase que vous avez ici au milieu. Tu es un gentil compagnon, tu vas aller chercher le temps qu'il fait dans une ville, et en fonction de cette ville-là, tu vas aller me recommander de la musique à écouter que tu vas trouver sur Spotify. Okay, donc ça, c'est ce qu'on veut que l'agent fasse. Comment ça fonctionne? Bah, premièrement, on va se connecter évidemment à un modèle. Donc ce modèle-là, on a des modèles qui sont prédéfinis, comme vous pouvez avoir ici, Ollama, DeepSeek, etc. Bien évidemment, vous pouvez rajouter le vôtre, donc ça c'est très important, parce que, comme le disait, je pense, Johan tout à l'heure, on va avoir des LLM internes, parce qu'on va vouloir garder nos informations chez nous, on ne sait pas trop ce que va faire OpenAI, Claude ou qui que ce soit avec les informations qu'on lui passe, réglementation, etc. C'est clair que les gens vont avoir des modèles spécialisés aussi chez eux. D'accord ? Donc c'est très important que, quelle que soit la solution que vous choisissiez pour faire ce genre de choses, elle ait la capacité de se connecter à des LLM qui ne sont pas simplement ceux qui sont sur le cloud. Okay, donc on a un AI provider. Et ensuite, ce que j'ai fait, alors ça c'est, j'ai pas montré le slide, pardon, mais c'est important, qui est là, qui est l'architecture de la démo. Donc ça, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc on a dit, on se connecte à Spotify, on se connecte au temps qu'il fait. Et une partie qui est importante, c'est celle qui est ici à droite, en fait, qui est comment est-ce qu'on contrôle l'accès à notre LLM. Okay, donc traditionnellement, l'API management, ça a été pour contrôler les API que l'on crée. Donc on est producteur d'API et on va exporter et exposer les API à des consommateurs, et on veut à la fois techniquement et au niveau business, gérer la connexion de ces consommateurs vers nos API et les contrôler. Il y a un autre domaine qui émerge maintenant, alors beaucoup plus qui est celui maintenant, et en fait les modèles AI ont poussé ça, qui est aussi de dire, bah attends, il faut aussi que je contrôle ce que je consomme moi, ce qui est énorme d'ailleurs. Il y a beaucoup d'entreprises qui créent des milliers d'API, mais on consomme aussi des centaines. Hein, les typiques, typiquement, dès que vous utilisez du SaaS, si vous avez du ServiceNow, du Salesforce, peu importe, votre email, tous ces gens, ce sont des systèmes externes que vous consommez aussi par API. Cette consommation, il faut aussi la contrôler. C'est un peu différent, parce que en termes de politique, peut-être qu'on veut appliquer, mais dans le domaine qui nous intéresse ici, de dire on a une gateway AI, donc ça fait partie d'un composant plus important de l'API management, qui est
vous allez entendre parler dans WSO2 de egress. Donc ingress, c'est tout ce qui vient de la consommation des API que moi j'expose. Egress, c'est toute la consommation, le contrôle des API que moi je consomme comme entreprise. Okay, et pourquoi c'est si important dans le domaine de l'AI en fait? Parce qu'on paye. Si vous voulez utiliser, c'est le truc que les LLM vont vous faire payer en fait, hein, c'est la consommation des services au travers de leurs API. Vous pouvez faire beaucoup de choses sans payer ni OpenAI, ni Claude, ni Gemini, ni rien de tout ça. Mais dès que vous allez vouloir utiliser l'API, il va falloir mettre de l'argent sur un compte. D'accord? Et comment ça marche? Ça marche par token. Donc en fait, quand vous faites un prompt comme celui qu'on a vu tout à l'heure, le système va le tokeniser, va calculer en fait le nombre de tokens. Donc, je sais pas, behavior, ça fait 3, behavior, d'accord? Voire même quoi, 4, selon comment on tokenise. Ok? Donc, on va consommer des tokens d'entrée et on va consommer des tokens de sortie. Donc, c'est important d'avoir une AI gateway. Maintenant, on va avoir une API gateway, en fait, de SO2 qui va aussi servir à contrôler les flux sortants vers les LLM ou autres. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va étendre vers d'autres API également. Donc, en fait, ici, quand dans mon système, j'utilise les API d'OpenAI, je suis en train de consommer des choses et je vais reporter. Alors, quand vous utilisez API Manager, beaucoup de clients qui font ça ici, effectivement, soit vous prenez les logs et vous allez les employer, les pusher vers du LK, vers ce que vous voulez, et vous faites vos propres dashboards, il n'y a aucun problème. Soit vous pouvez nativement, c'est très facile, mettre une clé en fait dans l'API Manager et remonter en fait les analytiques vers le cloud. Alors je précise, vous remontez pas les logs, vous remontez pas les données. Nous on n'a pas accès à vos données. Ce qu'on remonte, c'est des métriques. Okay, c'est ce que vous allez voir simplement, c'est des métriques. Nous on n'a pas du tout accès si votre API Manager tourne on-prem. Et même vous remontez des logs vers Choreo, donc Analytics, qui est la partie qui est dans le cloud. Nous, on ne voit pas les données, c'est important, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Donc, si je lance mon petit système, alors j'ai le LM, pardon, avant de lancer tout ça, je vais remettre ça en full screen ici. Ok, et ici, donc, qu'est-ce que doit utiliser un agent? C'est deux outils, donc c'est deux intégrations. Donc j'ai deux tools. Le premier qui est le weather et le deuxième qui est d'aller chercher des playlists dans Spotify. Et avec ça, le système va se débrouiller. Donc si je veux enrichir ça, c'est simplement rajouter un tool. Un tool, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une fonction. Donc une fonction, ça peut être du code que vous avez écrit, ça peut être du langage naturel, comme on disait tout à l'heure avec Ballerina, ça peut être un API que vous allez appeler, peu importe. Et nous, on va le wrapper, on va l'envelopper dans une couche qui fait que l'agent puisse le consommer de façon facile. Ok, donc je vais lancer ça. Donc Balrun, donc ça va lancer le programme tout simplement. Ensuite, il va détecter qu'en fait ça c'est un agent. Je vais lancer la personne de test. Ok, et donc maintenant je me retrouve avec une interface de chat. Donc ici, alors le service que j'utilise, il ne rend que le service de temps, pardon, de forecast. C'est que pour les US, donc il faut que je mette une ville aux US. Ça donne. Alors. Et on va dire quelque chose comme ça. Allez, pas pour New York. Donc derrière, un petit peu comme on a vu avec Claude, ce qu'il va aller chercher, il va dire, OK, qu'est-ce que j'ai comme outil à ma disposition? Il va aller chercher le temps qu'il fait. Voilà. Il va aller chercher le temps qu'il fait à New York. OK. Donc il a trouvé ça. J'ai mis un peu de traces ici pour vous voyez. En fait, ce qu'on a fait simplement, c'est mapper un code du temps qu'il fait à un mood. Et donc, en fonction du mood, il va aller chercher de l'information. Et donc là, il nous recommande d'aller consommer du pop. Voilà, il a fait ça tout seul. Donc derrière, ce qu'il a fait, c'est qu'il a appelé les deux. Il a évalué en fait les outils qu'il a disponibles. Et puis il a récupéré ça. Alors où est-ce qu'on va voir la consommation maintenant? Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter ici sur Choreo pour que vous voyez les analytiques. Vous voyez qu'on voit les appels qui sont faits. Donc Choreo admin, non. Ah. Ah. Ça tangue. Ça tangue.
c'est parti. Alors, ça se lance. OK. Donc, le temps que ça se lance, pour vous expliquer un peu. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette AI Gateway? Parce que c'est important. Je vous disais, vous allez payer en fonction des tokens. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire du rate limiting, en fait, en fonction du nombre de tokens. Ce que vous allez pouvoir dire, c'est, bah, moi, je ne veux pas consommer. Alors, imaginez que quelqu'un abuse du système, ou il devient fou, il commence à rentrer en boucle et à faire des appels comme un fou. Vous l'arrêtez, quoi, en fait. Okay. Donc vous allez mettre des limites en termes de tokens d'entrée et en termes de tokens de sortie. C'est ces nouveaux types en fait de rate limiting qui ont été rajoutés au-dessus de la version 4.5. Okay. Donc ici, on va se mettre là et puis on va aller voir les insights. Ouais, non. Pour la bonne truc. Ok. Et donc vous allez voir ici les analytiques AI. Donc si je mets par exemple, ici je dois pouvoir mettre les dernières 15 minutes. Voilà, ça c'est ce qu'on a consommé avec l'appel qu'on a fait il y a 2 minutes. Okay, donc on a quand même consommé 3600 tokens. Juste pour faire ça. Ça va très très vite, hein, les tokens. Ça va très vite. Donc il faut vraiment que vous mettiez du contrôle là-dessus. Vous allez aussi voir un heatmap. Donc là, j'ai fait plusieurs démos sur le même système. Donc vous allez voir un heatmap de là où vous consommez le plus. Mais après, vous pouvez le voir par application. Vous pouvez faire pas mal de choses. Alors, d'autres fonctionnalités de cette AI Gateway, c'est de faire du double. Alors, ça va être un peu comme les clouds. Hein. Vous allez vouloir avoir un autre système qui fonctionne au cas où. Imaginez, votre premier truc, c'est OpenAI. OK, très bien. Qu'est-ce qui se passe si j'arrive pas à me connecter à OpenAI? Bah, typiquement, si je donne du service aux ressources humaines, à un client, etc., bah, il ne faut pas que ça tombe, ça, il faut que ça marche. Donc, on va basculer de OpenAI vers Anthropic, par exemple. Non, être capable de faire cette bascule, donc c'est un autre truc. Et puis, un autre domaine qui vient maintenant au niveau de la sécurité, qui est qu'est-ce que les gens tapent dans ce prompt? Qu'est-ce qu'ils me demandent? Okay, donc ça va être un autre point super important. Si vous exposez des agents, c'est avant, il fallait qu'on analyse. Hein, dans le monde des API, on reçoit un JSON. Qu'est-ce que la première chose qu'il faut faire quand on reçoit un JSON, c'est de valider quel est ce JSON. C'est comme ça qu'on va se protéger de beaucoup d'attaques. Ben là, on ne reçoit pas du JSON, on reçoit du texte. Donc il va falloir une analyse sémantique, en fait, de ce qui est demandé. Il va falloir analyser en sortie quelles sont les données qui sont retournées. Donc il y a tout un nouveau chapitre en fait de sécurité qui s'ouvre, qui est le même problème. Il faut qu'on contrôle les entrées et les sorties. Ça fait 50 ans qu'on contrôle les entrées et les sorties. Je suis d'accord avec toi? D'accord? C'est juste que les formats des entrées et des sorties changent tout le temps. Quoi. Mais le problème, c'est toujours le même fondamentalement, qui est de contrôler qu'est-ce qu'on me demande et qu'est-ce que je renvoie. Ouais, et c'est vraiment quelque chose de critique à ce niveau-là. Okay. Donc ça, c'est une autre fonctionnalité de cette gateway-là, c'est de contrôler cette information. Qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort. Okay. Donc, on a vu des MCP, on a vu comment on construit un agent, comment on peut valider ce qui se passe, contrôler les input-output qui se font. Donc maintenant vient la discovery mondiale. D'accord? Ce dont parlait en fait Pierrick à l'instant. Donc, qui est la sécurité pour des agents. De la même façon que maintenant, on a des applications qui consomment des API, on a des applications qui consomment... on va avoir maintenant des agents qui sont des nouveaux consommateurs. Et en fait, ce qui est... Alors, c'est très... On est au début de tout ça, d'accord? Mais ce qui émerge, en fait, comme approche, c'est de dire, OK, dans le monde des applications, on a un standard qui s'appelle OAuth, d'accord? Évidemment, le standard OAuth, alors le dernier, qui est le 2.1, qui en fait sont les best practices autour de la 2.0. C'est toujours en draft, mais c'est quasiment fini, ça. Mais on regarde à étendre, en fait, l'OAuth 2.1 pour prendre en compte ce qu'est un agent et comment on peut authentifier un agent. Okay, donc, je vais vous montrer une petite pour que vous compreniez ce qu'on fait. Mais l'idée, en fait, donc ça, c'est la démo que je vous montrais qui est enregistrée. L'idée, en fait, c'est de dire, il faut que je sois capable de savoir. Alors, OBO, c'est nouveau, ça va venir de sortir. Nouvel acronyme à apprendre. On behalf of.
d'accord? Parce qu'en fait, votre agent, il va agir pour le compte de. Okay, donc, on va sûrement introduire un nouveau type de token, les OBO tokens, les On Behalf of tokens, de façon que vous ayez cette traçabilité. Parce que si on veut faire de la vraie AI, est-ce qu'on veut faire des vraies applications? De la même façon qu'on a le même problème, encore une fois, dans les applications, c'est qu'il faut qu'on fasse l'autorisation, il faut qu'on fasse de l'habilitation, il faut qu'on soit capable de tracer et de dire ces appels-là ont été faits par un agent de la part du client et qui. Non, exactement ce que vient d'expliquer Pierrick, c'est-à-dire d'avoir ce sub avec l'identité de l'utilisateur, sauf que maintenant on a besoin du sub et en plus on a besoin de savoir quel agent a agi pour le compte du subject. Donc on rajoute en fait une couche au-dessus. Alors, comment ça marche? C'est parti. Ça va se lancer, ça? Ok. Donc première chose, les agents vont devenir un objet standard en fait dans les identités. Donc ça, c'est quelque chose qui va être rajouté au-dessus d'Identity Server dans la prochaine version. Et à cet agent, de la même façon qu'un utilisateur, on va lui donner des rôles, on va lui donner des scopes, on va lui donner des choses auxquelles il peut accéder. Dans cette démo, en fait, vous allez voir, c'est une réservation d'hôtel. Donc, on va permettre, en fait, sans autorisation particulière à l'agent, de voir, de se connecter à l'API de Booking, de voir les hôtels. Donc ça, il est capable de faire tout seul. Dire bonjour, tu veux réserver? Ok, super, je veux réserver une room. Ok, quel genre de room tu veux réserver? Dire ben, je voudrais voir la mer. Donc ça, c'est bien, toujours. Voilà. Petit hôtel, pareil, au Sri Lanka, à Kandy, je crois. Non, pas à Kandy, pas la mer. Quelque part à Colombo, à Goldface, maybe. Donc, il cherche un hôtel, très bien. Il dit, bah, j'en ai trouvé une. Il y a deux, voilà, à Gaule, c'est ça. Donc, c'est au bord de mer, effectivement. Bah, je vais prendre quand est-ce que tu veux venir. Donc, on fait toute l'interaction, etc. Jusqu'à présent, ici, on sait qui interagit, c'est l'application. Mais comme c'est juste de l'accès en lecture, en fait, on n'a pas besoin d'une autorisation particulière. D'accord? Donc là, on va avancer sur la démo. Très bien. Donc, on va lui demander ce qu'on veut. On veut une chambre de luxe. Ok, très bien. On veut la réserver. Please confirm. Parfait. On va dire ok, c'est ce que je veux pour 2 personnes. Très bien. Et là, à un moment donné, ben, il va falloir payer. Et oui, c'est là où les choses vont devenir compliquées quand on va faire des agents. À quel moment un humain, en fait, et c'est ça qu'on va permettre de faire, c'est de mettre un bouton. Je pense que dans les agents, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un mélange, en fait, de l'interaction automatique de faire un agent avec de l'interaction humaine. Et là, typiquement, on ne veut pas que l'agent, lui tout seul, il aille acheter, quoi. On veut que quelqu'un s'authentifie. Donc, on met un bouton, la personne s'authentifie, on va récupérer l'information. Et on est capable de... Alors, pourquoi on vous montre des logs? Arrête-toi. Oui, pardon. Ah. Pourquoi on vous montre des logs? Voilà. Top. Ok. Pourquoi on vous montre les logs ici? C'est pour vous montrer en fait le type d'information, la traçabilité que vous allez avoir. Hein, ce qu'on voit en fait, tous les posts, tous les get qui sont ici, il y a sub, vous voyez, F0532, je vais pas faire zoom, mais bon, vous voyez, il y a un sub qui commence par F051. Ça en fait, c'est l'identité de l'agent. Quand on a créé un agent, on lui a donné une identité unique, c'est ce chiffre-là. Par contre, quand on regarde le post qui est ici, on voit que le sub, maintenant, c'est l'utilisateur. Parce qu'on a donné un bouton à l'utilisateur, il s'est authentifié. Donc celui qui est le subject maintenant, qui fait l'interaction, c'est la personne. Par contre, on a une nouvelle information à droite qui dit act, F0, etc., etc. Donc ça, c'est pour dire, c'est ça le on behalf token, pour dire que cet agent, il a agi pour le compte du subject, etc. Donc on a cette traçabilité. On sait qu'on a fait une réservation, enfin ce subject, cet utilisateur a fait cette réservation, mais c'est pas lui qui l'a fait directement. Il l'a fait au travers d'eux, ce qui va nous donner la traçabilité de ce qui se passe dans le système. Okay, donc on va pouvoir réutiliser en fait les mêmes fonctionnalités. C'est vraiment ce qu'on a fait ici, c'est une extension de ce que Asgardeo, de ce que l'Identity Server sait déjà faire, qui est de protéger en fait des applications, mais en rajoutant explicitement un nouveau type d'utilisateur, voilà, qui se trouve être un agent. Cette fonctionnalité, vous faites une application normale, parce que ce qu'on dit Pierrick et d'autres avant, effectivement, toute cette partie B2B, B2C, etc., on sait faire tout ça. On va juste rajouter cette couche au-dessus
qui va être intéressante. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours de standardisation, on va dire. Il y a tout un groupe de travail en fait pour l'extension de OAuth appliquée aux agents. Donc ça, c'est la partie qui sortira donc qui sortira dans quelques semaines. Normalement, vous devez y avoir une preview qui devrait sortir assez rapidement. Et puis une nouvelle version donc, de IS qui va sortir en septembre-octobre et qui aura cette fonctionnalité de façon native. Voilà, donc ça c'est pour finir la démonstration, montrer un petit peu ce qu'on a. Donc les grandes lignes, Ballerina Integrator, c'est vraiment notre stratégie en termes d'intégration. API Management, une partie qu'on n'a pas vue, Johanna en a parlé un petit peu, qui est la partie de fédération, qui est aussi importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de clients, d'abord qui veulent mélanger une approche cloud et on-prem. Donc on va avoir un même control plane pour des déploiements qui sont internes que des déploiements qui se retrouvent dans du Kubernetes. Donc là, on a deux gateways. On a une gateway spécialisée Kubernetes, ça veut dire quoi? Qu'elle est native Kubernetes, vous allez l'administrer comme vous administrez des pods, des clusters, etc. C'est ça qu'on appelle native Kubernetes en termes de fonctionnalité. Mais aussi, on a introduit, puisqu'on a ce control plane, la possibilité de contrôler d'autres gateways qui ne sont pas les nôtres. On a commencé par AWS, il y en aura d'autres qui vont venir, de façon à ce que vous ayez un seul control plane, un seul point de contrôle, un seul catalogue, quel que soit l'endroit, en fait, où cette API est exposée et s'exécute. Mais vous aurez un seul point de contrôle, quel que soit le type de gateway qui est derrière. Donc ça, c'est aussi un point important de l'évolution de l'API Manager, avec cette fonctionnalité d'Igress dont je vous parlais, qui vont vous permettre en fait de mettre sous contrôle toutes les API que vous consommez. Donc on a commencé par les LLM, mais la fonctionnalité, elle n'est pas spécifique des LLM. C'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser par votre Salesforce, votre ServiceNow, n'importe quel service SaaS que vous puissiez consommer depuis vos applications. Vous allez pouvoir le contrôler de la même façon. D'accord? Donc ça, c'est un gros investissement sur ça, et sur la partie gouvernance également, sur la partie API Management. Donc tout ce qui est s'assurer qu'effectivement notre API, elle suit les règles de notre entreprise, qu'on écrit les API d'une certaine façon, ça peut aller jusqu'au nommage, il y a bien, tout le monde utilise OAuth, etc. Donc mettre ça, c'est déjà en place au sein du publisher, ça partit de la version 4.5, ça, d'accord? Donc au sein du publisher de la version 4.5, dès que vous importez une API, on vous dit attention, ça c'est pas conforme à ce que normalement l'entreprise recommande, d'accord? Jusqu'au point de dire, quand vous arrivez dans un environnement de prod, de dire ok, t'es toujours pas conforme, là désolé, tu peux pas déployer. Donc on peut dire en dev, je te le dis, je t'informe. Par contre, en prod, là, ça fait 3 environnements qu'on te dit que t'es pas bon. On arrive en prod, en bloc. Okay, donc ça, c'est aussi des choses qu'on va faire. Voilà. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous montrer. Merci beaucoup de votre attention. Merci encore une fois, Vincent, Sylphette et l'équipe Bastienne, et puis tous nos présents, Johan et nos amis de CGI et des Moxa pour passer ce temps avec nous aujourd'hui. J'espère que vous avez appris plein de choses. On va être là, donc on va aller prendre un repas. On va être juste au-dessus à droite, c'est ça? Pas où vous étiez au café, de l'autre côté, sur le rooftop, si j'ai bien compris. Et puis on est là pour répondre à toutes vos questions. Est-ce que vous avez des questions pour moi? Effectivement, j'ai pas laissé répondre ça. Est-ce que quelqu'un a une question? Monsieur Cédric, quel est ton... Bonjour Cédric. Ouais. Ouais. Ok, donc je répète la question sur ce que j'ai vu les gateways, de faire du rate limiting sur la partie des tokens. Donc effectivement, il y en a deux, la partie des tokens d'entrée et les tokens de sortie. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un mécanisme. Le mécanisme de tokenisation, il est très clair. Donc c'est simplement, on prend le prompt, on calcule le nombre de tokens que tu utiliserais, et nous, on sait déjà, en fait, on garde en mémoire, bien évidemment, comme n'importe quel rate limiting, ce que tu as déjà consommé. Et on regarde si tu es au-dessus de la limite ou pas. Et pareil dans l'autre sens, quand ça revient, en fait, par contre, on va bloquer au niveau back-end. Donc sur la réponse,
C'est là, une fois que on ne peut le faire en fait que valider. Si tu es déjà au-dessus de la... On peut pas bloquer après, quoi. Donc une fois qu'on a... Imagine que ta limite c'est 100. Si tu as déjà fait un appel et déjà que tu as consommé 120, le prochain appel, on va dire, ah, c'est bon, t'arrêtes. Voilà, et on ne peut pas faire autrement. Il faut prendre le chiffre en fait de la consommation antérieure. C'est comme ça que ça fonctionne. Deuxième question. Oui. Oui. Ouais. En fait, l'idée, alors en quoi le token est différent de ce qu'on fait en standard sur le host de 1. Alors, cette question est très pertinente, d'abord parce que ce monsieur s'y connaît très bien en sécurité, et ensuite parce qu'en fait, il y a un gros débat en termes dans l'industrie. Donc, il y a ceux qui disent tout va bien, de 1, on n'a pas besoin d'aucun changement pour travailler avec des agents. Et puis un autre camp qui dit il y a quand même quelque chose à faire. Et c'est plus la traçabilité. C'est-à-dire d'être capable de faire ce que j'ai montré là, de dire on a identifié que c'est pas juste n'importe quelle application qui a appelé, c'est un agent on behalf of quelqu'un d'autre. Donc ce token-là, en fait, c'est un token JWT normal, mais avec des claims additionnels qui identifient les deux objets, les deux consommateurs, le client et l'agent. C'est ça l'idée. Oui, mais donc tu as le client ID et dire que en fait l'agent il a aussi son propre ID, de dire c'est l'agent qui a agi on behalf of client ID. C'est pour avoir cette information-là. Sinon, tu n'as pas l'information. Sinon, tu n'as aucun moyen de faire la différence entre l'application qui a été appelée de façon normale comme on fait aujourd'hui et le fait que c'était consommé par un agent. C'est vraiment pour faire ça. C'est pas le cas. Exactement. C'est pas le cas. C'est pour ça que ça sert. Alors, c'est en cours. Hein. Tu trouves dans 2 mois, je reviens ici et je te dis, finalement, on a une autre solution, etc. Encore, c'est des sables un peu mouvants, tout ça, quand même. Alors, Microsoft est derrière le truc, donc déjà, ça pousse pas mal. Ça aide, en général. Donc, bon, voilà. Mais encore une fois, c'est des choses qui bougent. C'est comme les MCP serveurs. Le standard des MCP serveurs, en 3 mois, il aura sûrement plein de choses en plus qu'on n'a pas aujourd'hui, grâce à l'utilisation que les gens sont en train d'en faire assez rapidement. Hein, c'est un monde qui bouge assez rapidement. Mais bon, on s'adapte. Nous, on suit le truc, on lead le truc et on s'adapte. Autre question ? Oui. Alors, qu'est-ce que ça implique ? Donc la question c'est, est-ce que je pourrais laisser une autonomie en fait à l'agent d'acheter pour moi ? Tout à fait. Après c'est de la logique applicative. Un des gros points d'utilisation des agents aujourd'hui, par exemple, Amazon, je sais, veut faire ça, ou équivalent de dire, vous voulez acheter quelque chose, et en fait, des fois on dit, bah, je veux acheter un truc, mais là, c'est trop cher. Mais je sais qu'il va y avoir Black Friday, machin, etc. Et tu mets une limite. Tu dis, bah, si le prix passe en dessous de 60, vas-y, achète pour moi. Donc ça, c'est un des cas d'utilisation où là, effectivement, il y aura justement tout le point, c'est qu'il n'y ait pas de validation humaine. Parce que ce que tu veux, c'est que le système, c'est comme les enchères automatiques et ce genre de choses. Ouais. Exactement. Ou comme à la bourse, où on va dire, bah, si l'action, elle passe en dessous de tel prix, bah, au-dessus, bah, je veux vendre et en dessous, je veux acheter. Bah, c'est exactement le même principe. C'est de pouvoir programmer en fait un agent automatique qui va dire, bah, si je passe là-dessous, bah, à ce moment-là, achète pour moi. Donc effectivement, on peut absolument faire ça. Donc tout dépend de ce qu'on veut comme expérience utilisateur en fait. Et oui, alors c'est juste le début du monde. Oui, oui, tout à fait. Alors il y a plein de choses au-dessus. Il y a alors il y a PayPal qui a sorti un serveur MCP. Donc déjà pour faire de l'achat automatique au travers de PayPal. Après, il y a tout un monde d'agents qui parlent entre eux, bien évidemment. Hein, donc on va spécialiser des agents en fonction de ce qu'ils doivent faire. Et puis ils vont s'appeler entre eux pour se coordonner et faire des choses. Oui, ça va être... c'est le futur, ça va être sympa, il y a des trucs sympas à faire. Mais c'est vrai qu'il faut toujours ce contrôle va être vraiment important. Oui, tout à fait. Merci pour la question. Très bien, tout le monde a faim ? Allez, c'est parti. Merci beaucoup.
très bientôt.